On a marché sur la Terre, l'émission de la RTS qui prouve que chaque problème a sa solution. Enfin, presque. Aujourd'hui, des tomates qui poussent sans soleil en Islande. Un collapsologue qui se prépare à la fin de notre société, isolé au centre de la France. Et le plus puissant ferry électrique du monde, au Danemark. Ça fait rêver, non? Alors, c'est parti. Megan, Benjamin et Carolina sont jeunes, romans et créateurs de contenu pour Internet. YouTube, Instagram, TikTok, leurs vidéos rencontrent un beau succès sur les réseaux sociaux. Et ils ont accepté le défi que nous leur avons lancé, réaliser une vidéo sur un projet environnemental dont ils ignorent tout à ce jour. Chiche, ça va pas être tout simple. Ils vont vous montrer que partout, en Suisse et en Europe, des femmes et des hommes changent de comportement pour sauver notre chère planète. Allez, présentation rapide de nos trois aventuriers. Megan, alias World of Advice, 24 ans, étudiante en droit, plus de 80 000 abonnés YouTube et Instagram confondus. Source d'inspiration, ses études, ses voyages, son quotidien et bien plus encore. Carolina, 23 ans, plus connue sous le nom de la Carologie, compte près de 300 000 abonnés YouTube et Instagram. Coup de gueule, passion, réflexion, ses vidéos sont comme elle, sans chichi et pleines de vie. Benjamin Friand, 30 ans, c'est le sportif de la bande. Avec près de 350 000 abonnés YouTube, Instagram et TikTok, il nous donne d'incomparables frissons. C'est fou tout ce qu'on peut faire avec une trottinette. Mais pour l'heure, Megan, Carolina et Benjamin découvrent leur destination. Et surtout, quel sujet va leur tomber dans les pattes? Tadam! Bon voilà, premier départ, première mission. On découvre, on part. Je suis excitée là. Ouais. Vas-y. Alors. Islande. Et Danemark pour moi. En France pour toi? Oh, tellement cool. Moi, je vais en France. Bon, c'est très bien. Oui. Oh, c'est proche du coup. Pour nous parler d'un nouveau courant de pensée, la collapsologie. Ok, cool. Ça me dit quelque chose. Ça te C'est parle? pas, je crois que c'est un truc par rapport à la théorie de l'effondrement. Ok. Je sens que ça va être un sujet. Ouais. Ça va être Pour plutôt toi, intéressant. Non, mais ça va être parfait. hyper intéressant, je pense, clairement. Genre bien d'actualité. Toi, c'est Moi, je pars au Danemark, donc je vais pour parler d'une solution en matière de transport international, les navires électriques. Car il faut savoir qu'en fait, les navires actuellement, c'est beaucoup des énergies fossiles, etc. Donc du pétrole, du gaz, du charbon. Puis là, ils ont dû inventer un bateau genre 100% électrique et tout. Donc, Du coup, toi, Benjamin, tu pars où? En Islande pour parler de la géothermie, Ok. une solution énergétique. Alors d'après ce que je sais, la géothermie, ils utilisent en fait la chaleur terrestre pour créer de l'énergie en fait. Donc voilà, je sais qu'ils fonctionnent comme ça en Islande. Et du coup, on va aller voir tout ça. Trop bien. C'est génial. Bon. D'ici une semaine, ils doivent être de retour avec une vidéo prête à être diffusée. Elle sera ensuite commentée par un expert. Faut pas trop traîner. Allez, go! Bon voyage à tous! C'est Megan qui part la première. Direction, le sud du Danemark. À peine arrivée à l'hôtel, pas question de se reposer. Megan a du pain sur la planche. Hello, Elle filme chaque ça va? étape de son voyage pour sa communauté. Ça va, tu tombes bien, j'étais en train de commencer ma vidéo pour YouTube. Donc tu arrives au parfait moment. Allez, on est parti. Hello tout le monde, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo et j'ai vraiment hâte de tourner cette vidéo aujourd'hui. Et nous allons voir un bateau, donc un ferry qui est 100% électrique. Donc voilà, j'ai vraiment hâte de vous emmener avec moi durant cette aventure et c'est parti. Après 3 heures de route, Megan arrive à bon port. Ça y est, tu vois la mer. La mer du Nord. La mer du Nord est surtout le plus puissant ferry électrique du monde, le LN, un navire flambant neuf entré en fonction le 15 août dernier. À bord du ferry, Megan rejoint l'île d'Aero, où toute cette aventure 100% électrique a vu le jour. Une petite traversée pour rejoindre notre hôtel pour ce soir et demain je vous montre tout ça en détail. La vérité c'est que je pourrais rester assise là pendant des heures, à écouter juste le bruit de la mer vu que le bateau est vraiment silencieux, que j'entends vraiment bien la mer, et à regarder ce magnifique coucher de soleil et ce paysage incroyable.
Le lendemain matin, les choses sérieuses commencent pour Megan. Fini de rigoler. Aujourd'hui, on a la chance d'être avec Avdan qui est juste à côté de moi, donc qui est le chargé de tourisme et d'information par rapport à l'Hélène. So I have a specific question for you, Avdan. Yeah. Why is the Helen called Helen? Ellen means the electric one in Danish. Actually, El just means electricity in Danish. Okay. So Ellen is the electric one. Hélène est le lien vital avec le continent. 5 fois par jour, le ferry peut transporter jusqu'à 30 automobiles et une centaine de passagers sur l'île d'Aéro. Dès qu'il est à quai et à chaque aller-retour entre les îles, le ferry est immédiatement rechargé. How long does that take to charge the entire battery? We can charge completely in 1 hour. 1 hour. And if the boat don't stay 1 hour at this place, it can charge a little bit just to have Yes. enough to go back and... Yes, we sail. Where we don't charge, then we come back and Okay. charge a little bit. Okay, I have done another question. How the electricity is produced to charge the Helen? It's something ecological or is traditional electricity? We have 6 2-megawatt wind turbines, Okay. and they deliver 120 to 140% of what we use. So we have extra green energy. Okay. And that extra green energy is charged in Ellen through that big green box you can see there. So that means that we're sailing emission-free without pollution. Okay. There's no oil on board except a little bit of oil in the gearbox. Okay. So if you want to be really green, first you deliver the electricity and then you deliver the ferry. Okay. Then you're home. And then you can do... Okay. L'île d'Aéro aimerait se libérer entièrement des émissions polluantes d'ici à 2050. Sa population, très engagée dans les énergies vertes depuis les années 80, a convaincu la communauté européenne de participer au financement du ferry électrique. Ses batteries partiellement rechargées, le ferry repart pour une nouvelle traversée. Megan remonte à bord sans savoir qu'elle va avoir droit à une sacrée surprise. So now we're going up on the bridge. Yeah. And it's very special because normally you can't go up on the bridge. Oh my God. So, but for I'm you, so privileged. Thank you so much. Mais qu'est-ce qui peut bien se cacher là-haut, hein? C'est la première fois que je vais dans une cabine comme ça d'un bateau, d'un si gros bateau. Donc voilà, je suis un peu excitée, donc c'est parti. Et nous aussi, on est excités. Bon sang, mais c'est bien sûr, le capitaine Martins nous accueille dans la timonerie. It's a new, brand new project which nobody have any experience in. Before, So it were hard 2 months. First 2 months were very hard. Do you find it's different to drive this kind of boat, a totally electric one? It's a lot of different, especially acceleration on this ship is very, very, very high. And the reaction on the maneuvering gear is very, very fast. So you can go from full head to full astern in just 5 seconds. It's like really going interesting. from a 2CV to a Tesla. And all this new gear we have here, that's one of the reasons you are going to be a captain, because it's funny to work with. Une belle rencontre pour Megan. Mais son voyage n'est pas terminé. Bientôt, elle aura la chance de découvrir les entrailles de l'Hélène. Ça donne envie, non? Patience, car pour l'instant, quelque part dans le centre de la France, Carolina cherche désespérément son point de rendez-vous. Ah là là, moi non plus, j'ai aucun sens de l'orientation. Ok, je suis posée à Riviera. Je voudrais savoir si je dois continuer encore un peu plus loin, si je dois m'arrêter là au niveau des chevaux. Non, mais c'est le portail qui est un tout petit peu plus loin. On s'habille, on vient à votre rencontre. Ah oui, oh d'accord. Enchantée, Carolina. Pierre, 50 ans, est un ancien informaticien qui a décidé de changer de vie. Enchantée. Vous êtes là par rapport à une expérience que j'avais réalisée il y a maintenant 6 ans de ça. Ma démarche, c'est de dire que je suis en train de construire une réponse partielle à un problème potentiel qui est celui en fait de l'effondrement. Ok. Voilà. Et c'est à force de faire
ces travaux qui sont en lien avec l'écologie et tout ça que j'ai rencontré Vincent, ici présent. Qu'est-ce que tu nous proposes, Pierre? Donc je vous propose en fait ici de vivre une immersion dans un lieu que je suis en train de construire, qui est le 3e lieu que je construis comme ça, qui tend vers un maximum en fait d'autonomie alimentaire et énergétique. Et on s'y sent bien déjà, je trouve. Il y a une sorte de sérénité qui règne. On veut tout créer, mais on essaye d'avoir le moins d'impact possible visuel sur la nature, parce que c'est un lieu tellement chouette qu'on ne veut pas le dénaturer. Et c'est pour ça que nous, on a décidé que pour l'instant, nous allions vivre dans une caravane et que ça nous suffit très amplement. Bonjour. Persuadé que le système est déjà en train de s'effondrer, Pierre a acheté une quinzaine d'hectares de terre, d'étangs et de forêts. C'est adorable. Lui, il me fait penser à Thor. Son objectif, être autonome le plus vite possible. Car pour lui, notre monde dans sa forme actuelle n'en a plus pour très longtemps. J'ai rencontré des gens et d'un seul coup, ce que eux disaient d'un point de vue scientifique collait avec ce que moi je constatais sur le terrain, et les perspectives que eux prouvaient scientifiquement étaient des choses que moi intuitivement je sentais. Pour Pierre, le changement a été radical. C'est la nature. Donc c'est toujours extrêmement dense, mais c'est autrement. Voilà, on épouse vraiment le milieu naturel et on n'est pas dans un rythme totalement artificiel qui lui-même amène un rythme artificiel. Voilà, on est vraiment ancré dans le sol. Ça, c'est un truc hyper important. En fait, on est dénudés. Vincent Mignereau fait partie de ceux dont les thèses ont eu une forte influence sur le choix de Pierre. Pour ce chercheur et théoricien français, notre société basée sur une consommation d'énergie sans limite est définitivement condamnée. Il faut quand même rappeler qu'on dépend de l'énergie, c'est ça la base. Pour que nos sociétés soient riches, qu'elles soient confortables, qu'on ait une bonne santé, une bonne alimentation, une bonne sécurité. D'accord ? Mais le problème avec l'énergie, c'est qu'elle a des règles en fait. On ne peut pas s'en servir comme ça, ni à l'infini, ni sans contrainte. Une société ne peut pas s'arrêter comme ça, du jour au lendemain, de consommer de l'énergie. Même pour revenir en arrière. En fait, même si on voudrait annuler tout ce qu'on a fait, il faudrait encore plus d'énergie, ce qui implique encore plus de conséquences, ce qui implique le fait qu'en fait c'est impossible. C'est un peu le serpent qui se mord la queue. C'est le serpent qui se mord la queue, c'est une forme de mouvement perpétuel, un cercle vicieux, on peut utiliser plein de qualificatifs, et ça concerne particulièrement les dégâts qu'on fait sur l'environnement naturel. Pour lui, la question n'est pas de savoir si, mais comment le système actuel va disparaître. Je t'en prie. Alors, aujourd'hui, on ne sait pas s'il y aura nécessairement un effondrement massif, unilatéral, définitif et irrévocable, ou un grand déclin, ou alors un grand déclin avec des moments d'effondrement, et puis des récupérations, des restabilisations, et puis de nouveau des effondrements, avec des causes qui peuvent être différentes, comme un accroc dans le système monétaire, ou dans le système financier, ou dans le système spéculatif, par exemple, qui génère une crise momentanée, comme on en a vu une en 2008. Ça peut être la circulation d'un pathogène, qui a un impact momentané. Ça peut être une crise alimentaire. La circulation d'un pathogène, comme le coronavirus par exemple ? Mais non. Quoi qu'il en soit, en attendant la fin de notre civilisation, et pour être prêt le jour J, Pierre doit travailler dur au quotidien. Et sans Wi-Fi gratuit. Mon Dieu. C'est armé de sa remorque qu'il fait la course aux ressources naturelles. Pierre. Yes. On va aller juste vers un tas de bois pour illustrer. Et tu m'expliques... Ce qu'on fait, on essaye d'apporter à chaque process industriel ou artisanal une solution pour que cette matière qui a été prise au sol revienne au sol. En partie. Et que ce ne soit pas un déchet, mais qu'on puisse l'utiliser. Voilà. Et donc du coup, moi je plante mes arbres là-dedans et je fais une agradation du sol qui est le contraire de la dégradation grâce en fait à cette matière. Et donc le sport maintenant... Et Carolina met la main à la pâte. Enfin, à la sûre. Voilà. Mais qu'est-ce que tu rigoles? Un engagement de tous les jours pour Pierre, qui n'est pas sans provoquer des ampoules aux mains et des courbatures. Mais c'est pour la planète, alors on se plaint pas. On a tendance à s'imaginer
les personnes comme Pierre, comme des gens voilà, qui cherchent absolument à survivre que pour eux, qui vont s'enfermer dans un bunker, qui vont être marginaux, qui vont être dans une optique d'être en guerre contre tous. Et en fait, c'est absolument pas le cas. Il insiste beaucoup sur le fait que son but, c'est vraiment pas de se marginaliser et de s'isoler. Sur le terrain de Pierre, enfin Pierre le prénom, pas Pierre comme la pierre, hein. Bref, la nuit de notre youtubeuse se prépare. Salut toi! Pendant ce temps, Benjamin n'est pas au bout de ses peines. Impossible de décoller pour l'Islande. Annulé. Notre vol il est annulé. Il y a une énorme tempête en Islande, donc les avions ne peuvent pas décoller et ils ne peuvent pas atterrir. On va croiser les doigts, parce que j'aimerais pas rester à Francfort alors que l'Islande nous attend. Ma vie est nulle. Pour une fois qu'on allait en Islande. Eh ben, faut pas déprimer comme ça, hein? La preuve, finalement, tout s'arrange. Benjamin arrive à Reykjavik avec seulement 24 heures de retard. Bon, maintenant, il faut qu'on trouve Ivar, notre contact. Sauf que je sais pas du tout à quoi il ressemble. Ivar, yeah. Nice to meet you. Alright, cool. Yeah. On est enfin arrivé. C'est vachement sombre par contre. Parce que la nuit tombe à 4h, donc c'est pour ça on est arrivé à quoi? On a atterri à 3h30. Donc on a quoi? À peu près 1 heure de jour avant qu'il fasse complètement nuit. Donc on va se dépêcher. Première étape. C'est parti. Comme tout bon youtubeur qui se respecte, Benjamin se filme en mode facecam pour décrire les moindres détails de son voyage. On est arrivé en Islande, on a retrouvé notre contact Ivar. On va lui dire bonjour tout de suite. Fab est là, il est prêt dans le froid. Hi Ivar. Hi, nice to meet you. Yeah, nice to meet you too. Ok, en route, c'est parti. Et Benjamin, qui aime les sensations fortes, ne va pas être déçu. En effet, la tempête déferle toujours sur l'Islande. On a dû s'arrêter parce que la tempête est arrivée. Oh putain. Ah, c'est impressionnant. Je suis un écureuil volant. On va rentrer dans la voiture parce que là c'est pas possible, on va se faire mal. Non, faut qu'on rentre. Oh là là. Donc ils ont fermé toutes les routes pour aller là où on voulait aller et du coup il faut qu'on trouve un autre passage pour rentrer simplement parce que là on pourra pas aller plus loin, c'est pas possible. Vous avez vu comment ça souffle? C'est incroyable. Le lendemain, la météo s'est un peu améliorée. Mais les routes sont hélas toujours bloquées. Ivar a alors l'idée originale de donner à Benjamin un cours de géologie appliquée. Direction le centre commercial le plus proche. Drôle d'entrée pour un supermarché, non? Hop là. No problem. Bon là on est dans une fissure. C'est separation between two continents. Yeah. One of many fissures here. Donc c'est la séparation entre deux continents. Vous imaginez la fissure qui est là? Ouais. J'ai mon pied droit, il est américain. Et mon pied gauche, il est européen. Cette ville a été construite sur des fissures qui séparent les deux continents. C'est hyper impressionnant. Et là, en fait, on est sous un centre commercial, en plus. Hello. Et c'est reparti. Cette fois, Ivar emmène Benjamin contempler des geysers, des sources d'eau chaude qui jaillissent par intermittence. Ça y est, nous voici au geyser. Dans cette île volcanique, l'énergie formidable, normalement contenue au cœur de la Terre, sort ici en permanence par les failles ouvertes dans le sol. Il n'y a aucun signe qui permet de deviner quand le geyser arrivera. C'est ça qui est assez curieux. Et du coup, il faut passer un petit moment derrière la caméra à filmer en attendant le moment parfait où le geyser sortira. Oh, what the hell?
L'eau en fait est chauffée par le magma qui circule sous la croûte terrestre. Donc ça donne de l'eau très 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 chaude. Voilà. Donc si vous voulez cuire des pâtes, vous pouvez essayer, mais elles vont avoir un peu le goût de soufre. Suite au premier choc pétrolier dans les années 70, l'Islande a décidé d'exploiter massivement cette extraordinaire ressource fournie gratuitement par la nature. 5 usines comme celle-ci fournissent 30% de l'énergie dont le pays a besoin. Ok. My name is Jonna. Yona, nice to meet you. Benjamin. Nice to meet you as well, yeah. So you will be our guide for today. Yes. Avantage supplémentaire, pas de gaspillage. L'eau est réinjectée dans le sol pour qu'il ne s'effondre pas et que la pression soit maintenue dans le réseau d'exploitation. Benjamin documente chaque étape. Donc les tuyaux que vous voyez ici, là, c'est les tuyaux dans lesquels la vapeur va se condenser, va passer au travers de la turbine. Et là, on a le générateur qui va créer l'électricité. Mais c'est un sacré beans de résumer toutes ces informations. Il faut que je réfléchisse un petit peu, que je regarde un petit peu autour de moi, là. Que j'essaie de me souvenir de tout ce qu'elle m'a dit, puis que je vulgarise au maximum. What's the name of the power plant? Hellisheiðarvirkjun. Or just say Hellisheiði power plant. Okay, I will try to say it again. Hellisheiðarvirkjun. Hellisheiðarvirkjun. Was it not even close? Okay. Very close. So you can say Hellisheiði power plant. Hellisheiði power plant. Yeah. Nous sommes ici dans la Hellisheiði power plant. Ok, bon, le nom c'est pas encore ça, mais je vais travailler mon accent islandais. Et c'est ici qu'ils fabriquent une grande partie de l'énergie pour toute cette région de l'Islande. Donc vous vous en doutez, ils puisent de l'eau sous terre, de l'eau ultra chaude, chauffée par le magma. Cette eau monte avec beaucoup de pression, donc ils n'ont même pas besoin de la pomper, l'eau. En fait, il y a tellement de pression à la base que l'eau monte automatiquement. Ensuite, dans ces gros containers, là-bas, ils font une séparation de la vapeur et de l'eau. Parce que l'eau va être utilisée pour chauffer les habitations et la vapeur va être utilisée pour faire tourner les turbines et créer de l'électricité. S'il serait malvenu de dire que l'Islande n'a pas inventé l'eau froide, on peut affirmer que les Islandais ont inventé l'eau chaude omniprésente et très bon marché, avec un kilowattheure qui revient à 1,7 centimes contre 20 centimes en Suisse. Aujourd'hui, la géothermie chauffe 90% des bâtiments. Là, on est dehors et on va essayer de vous montrer comment ça fonctionne, parce qu'on ne peut pas vraiment aller dans la station pour des questions de sécurité. Le district de Reykjavik est le plus grand réseau de chaleur géothermique au monde. Mais la géothermie reste une technologie chère. La station où se trouve Benjamin a coûté plus de 800 millions de dollars. Au quotidien, les Islandais profitent directement des bénéfices d'une énergie produite en circuit court. Does it take 15 minutes to charge? Or? No, it's just 15. It takes maybe 15 to... did you say 50 or 15? 15. 15, yes. Yeah. It takes around 15. And it charges the whole battery in 15 minutes. Up to 80%. Oh, that's crazy. On fait une petite pause pour recharger la voiture. Il a une voiture hybride, donc il peut recharger. Donc c'est 20% de la voiture qui fonctionne comme ça. Donc il va recharger la batterie. Et avec ces bornes qui sont alimentées par la géothermie. Voilà. Et ça coûte un plein entre 2-3 euros, donc c'est vachement rentable. Allez, en route. D'ici peu, Benjamin va nous faire découvrir d'autres applications concrètes de la géothermie. Et comment ça se passe pour Megan au Danemark, à bord de son ferry électrique qui navigue toujours sans aucun bruit de moteur? Vous entendez? Si, tendez l'oreille. C'est beau le silence d'un moteur, non? Là, on va descendre, aller voir un peu ce qui se passe dans les entrailles de l'Hélène, et c'est parti. Comme dans un bateau traditionnel, les coursives sont toujours aussi étroites. C'est Tunji, l'ingénieur marine, qui guide la visite. C'est impressionnant ces batteries dans la cale. On dirait presque un poulailler, non? Can you tell me which kind of battery you have on this boat? Okay. Well, the batteries are lithium-ion batteries, so it's similar to what you have in your mobile phone, only these ones last a lot longer, and they're much bigger. So what you have here are 10 battery strings,
And then you have another 10 battery strings. There's 2 of everything. So the vessel is like a train. It has to operate every day reliably. And if there's something wrong, it still needs to be able to operate. Yeah. You can see all of the battery strings, so you can see how much energy you have in each battery string. You can see how much energy the vessel is sailing Petit with. détail en passant, la capacité des batteries est de 4,3 MWh. Ça change de nos mobiles qui tombent toujours en rade, pas vrai? Ah, le ferry va bientôt arriver au port. Dis donc, ça donne soif toutes ces explications, non? You can ring it. You just have to buy beer for everyone on board. Oh, okay. Yes, please. But I need to drink something too. Okay. It's time for beer. De retour en Suisse, Megan file à Yverdon pour apprendre comment sont fabriquées les batteries de l'Hélène. L'entreprise Leclanché lui a ouvert ses portes. L'occasion de découvrir des chaînes de production qui tournent aujourd'hui à plein régime. Je suis actuellement dans la partie assemblage. C'est là en fait où ils vont assembler les modules pour pouvoir ensuite les mettre en batterie et pouvoir fabriquer du coup les batteries pour les bateaux. Donc voilà, je suis ravie de pouvoir un peu concrétiser ce qu'on a vu sur l'Hélène en le voyant ici, la réalisation de ces batteries en vrai. Fournisseur historique des piles de lampes de poche de nos grands-parents, l'entreprise développe maintenant des batteries ultramodernes pouvant déplacer longtemps et de manière fiable de très lourds navires comme l'Hélène. À ce jour, il y a 6 projets identiques dans le monde entier, du Canada à la Chine en passant par la mer du Nord. On entend beaucoup parler de révolution dans les batteries. En 150 ans, il n'y a pas réellement eu de révolution. Il y a eu beaucoup de progrès. C'est surtout au niveau de la durée de vie, des densités d'énergie qu'on fait évoluer. Il faut savoir que si on prend comme référence un cycle complet pour comparer selon les mêmes critères, le téléphone portable va faire à peu près 300 cycles complets, alors que ces batteries font à peu près 4500 cycles. Et je vais peut-être poser du coup la question qui fâche, mais en termes de recyclage de ces batteries, est-ce que vous avez un programme? Lors de la production, il y a quand même des déchets de production. Ces déchets sont recyclés aujourd'hui. Donc le recyclage est déjà en place. Le recyclage aujourd'hui n'est pas optimisé. Donc le coût du recyclage est probablement encore trop élevé pour tout recycler. Il faut voir aussi que le gros des batteries ces batteries industrielles arrivent sur le marché depuis 2-3 ans. Donc elles sont loin d'être en fin de vie. Donc le recyclage se met en place et les gros producteurs de matières premières investissent énormément dans le recyclage. Et voilà, la mission de Megan s'achève ici. Enfin, il lui reste encore pas mal de boulot avant de pouvoir présenter une vidéo sur sa chaîne YouTube et de nous en faire découvrir un extrait en fin d'émission. De l'autre côté de la frontière, en France, Carolina se réveille sur le terrain de Pierre. J'ai vraiment bien dormi. C'est tellement calme, c'est tellement serein ici. On va voir le programme de la journée. On va mettre la main à la pâte. Et pas qu'un peu. Allez, au boulot. Ouais. Eh oui. Pour Pierre et Carolina, pas question de bâiller aux corneilles. D'ailleurs, il n'y a pas tellement de corneilles par ici. Peut-être à cause du bruit du tracteur. On va aller étendre la sciure qu'on a récupérée hier. On va aller étaler cette matière organique fantastique et tu vas être mise à contribution pour conduire ce truc-là. Dis donc, c'est pas électrique comme moteur, ça, hein? Non? Allez, viens poser tes fesses là-dessus, toi. Imagine que tu as un viseur entre les deux, là. OK? Tu as un point qui est là. OK? Et tu m'alignes le point à là. D'accord? Voilà, doucement. Après la Reine des Neiges, voici la Reine des Champs. Hop! Je suis pas sûre de ce que je fais. Blague à part, dans quelques mois, 300 arbres fruitiers commenceront à s'élever sur ces terres. Un petit revenu complémentaire, bienvenu pour Pierre. À l'heure d'un repas bien mérité, se pose la question cruciale de la nourriture.
Et chez Pierre, tout est réfléchi. Je vois ça. Jusqu'aux poules qui, elles aussi, sont recyclées à leur manière. Quand tu achètes tes œufs, quand bien même c'est du bio, parce que là c'est des poules qui viennent d'un élevage bio en plein air, c'est que malheureusement, c'est qu'à partir de 18 mois, elles pondent un peu moins. Donc ça veut dire que même dans le bio, au bout de 18 mois, ciao la poulette. Il y a des éleveurs qui font le choix de les revendre pour leur offrir une seconde vie, comme chez nous par exemple. Même si elles pondent pas tous les jours, ça nous amène quand même des œufs parce qu'on n'en a pas besoin autant que les personnes qui vivent de leur production. Du coup, ça c'est les œufs de... Voilà, et donc tu vois, si tu regardes, ils sont chauds. T'as de beaux œufs, tu sais. Doucement, doucement. Au fil de la journée, les activités manuelles se succèdent. Comme par exemple, aller chercher du bois afin de construire une butte végétale qui permettra à Pierre de démarrer d'autres plantations pour assurer sa subsistance. Donc là maintenant, ce que tu fais en gros, c'est que tu prends ce bois et tu le poses dans ce petit périmètre. En fait, tu rajoutes et tu rajoutes plein de choses. Je rajoute de la matière jusqu'à obtenir en fait le volume escompté. Et en fait, moi, je vais venir continuer à rajouter de la matière qui est de plus en plus en fait petite et arrosée pour qu'elle puisse éviter qu'il y ait trop de vide d'air, même si l'air est quelque chose de très important pour la décomposition. Et à la fin, ce que je vais faire, c'est que je vais venir rajouter une couche de terre qui va me permettre de stabiliser mon édifice et qui va permettre en fait aux plantes de démarrer et de lancer en fait ce truc-là. Et ça fertilise le sol, c'est ça? Ah bah c'est une bombe. Et c'est surtout qu'on va planter dedans. Ah, tu plantes direct dans la butte? Tu plantes direct dans la butte. Non seulement ça aide la plante à pousser, mais ça aide à dégrader aussi. Ça aide à dégrader. Donc en fait, Pour Pierre, pas question de s'isoler. Il a fait connaître son projet à ses voisins qui, d'abord surpris, voire méfiants, sont aujourd'hui conquis. Pour une raison toute simple, Pierre veut jouer le jeu en travaillant avec les partenaires locaux. Le représentant de la Chambre d'agriculture est là, ainsi que le maire et son adjointe. Ancien paysan. Allez, je vous en prie, rentrez. Le premier projet qu'on veut mener, c'est comment essayer de mettre en place des choses pour une famille étendue de 6 à 8 personnes pour qu'elle soit le plus résiliente possible sur les questions alimentaires et énergétiques. C'est ça l'enjeu. Voilà. Et ce qui est très important aussi dans notre travail, c'est qu'on ne veut pas du tout se bunkériser, on ne veut pas du tout se couper du monde. Votre présence est là pour en attester. Il faut dire que cette région de France se désertifie sur le plan agricole. Tout le monde est scotché de la manière à laquelle... Un paysan sur deux a plus de 70 ans et la relève n'était pas au rendez-vous jusqu'à ces derniers temps. Je suis interpellé par cette chose-là. Vous dites, par cette évolution, mais ça de nous ce dépasse, type d'agriculture. Ça va très vite. Parce que pour compléter, moi, par exemple... Je peux me permettre? Oui, bien sûr, allez-y. moi, je suis conseiller agricole. Et c'est vrai que moi, il y a 10 ans encore, les études économiques prévisionnelles pour installer quelqu'un en Dordogne, c'était des choses classiques avec une coopérative derrière, etc. Et là, depuis 5-6 ans, sur 140 études économiques qu'on fait par an en Dordogne, il y en a plus de la moitié, c'est de l'apiculture, du maraîchage, de la poule pondeuse et à plus de 50%, c'est de la vente directe, quoi, en circuit court, etc. C'est pour nous, depuis qu'on s'est rencontré avec Vincent et d'autres, vraiment le symbole de ce qui se passe et ce qui peut se passer à l'heure actuelle. C'est-à-dire que la société est partie dans une course folle et que le résultat sera celui-là, c'est qu'il va y avoir un gros accident. Un constat sombre ou cruellement réaliste? Chacun jugera. En attendant, il est temps d'aller retrouver Benjamin en Islande, dont le programme continue d'être bouleversé par le mauvais temps et des glissades en tout genre. Ivar en profite pour faire découvrir à Benjamin une spécialité locale, en lien direct avec la géothermie. Donc on a dû changer un peu le programme. Et maintenant, on est dans une petite station géothermique où on va cuire du pain. On va cuire notre petit déjeuner pour demain. C'est trop bien.
Et c'est Ivar en plus qui manage ça, donc on est un peu VIP parce que normalement c'est fermé maintenant. Ou ça fume. So it takes about 20 hours to bake. Okay, okay, So it's pick quite it up hot. tomorrow morning. Oh, yummy! Douze heures plus tard, après une bonne nuit de sommeil, ou à peu près, c'est l'heure du résultat. Ah, good morning, Iceland! Wow, bon appétit! Oh, ça a l'air tellement bon. I'm hungry now. Yeah, it smells really good. So let's go inside and have some Okay. On se retrouve tout de suite à l'intérieur pour un petit moment serein en train de manger du pain frais. Oh, yeah, the butter is melting on it. Et ça a quoi comme goût, ce truc? C'est sucré. Ça ressemble un peu au du pain d'épices, mais sans le côté fort en fait du pain d'épices. Oh, it's so good. Mais bien sûr, en Islande, la géothermie ne produit pas que du pain. L'île a pour objectif d'être un jour indépendante pour l'essentiel de son approvisionnement en fruits et légumes. Benjamin entre ici dans l'une des serres agroalimentaires industrielles qui fournit les marchés du pays. C'est un climat un peu tropical, il fait super froid dehors, on est rentré dedans. Buée et flotte sur tous les objectifs et appareils, donc on va attendre que ça se réchauffe, histoire que la buée disparaisse et qu'on puisse commencer à tourner un petit peu. Mais en attendant, vu que c'est culture de tomates, soupe de tomates au menu. C'est pour qui ça? C'est pour Fabien, oui. Ah, bon appétit. Ok. Je suis actuellement avec Knut Arman et c'est lui qui va nous montrer la manière dont ils font pousser les tomates. So, hello. Hi, very welcome. Yeah, thank you very much. Nice to meet you. Nice to meet you too. So, tell us a little bit about this place. We are greenhouse growers, so we are growing mainly tomatoes for the market all year round. So we are sending about 1 ton of tomatoes to the market every day of the year. Crazy. C'est 1 tonne de tomates tous les ans, every year. Every day, whole year round. Ok. Every day of the year. Ils envoient 1 tonne de tomates tous les jours, toute l'année. C'est fou quand même, ils arrivent à produire 1 tonne de tomates. Now the main question, which is also the topic of our video, is how do you heat up everything? How do you make them grow? The key thing is that we use the hot water in the ground to warm up our houses. And in Iceland we have a lot of hot water in the ground. So when the water comes into our houses, it's almost boiling. It's about 90-95 degrees warm. Yeah. And we put that through all these pipes which you can see here. Yeah, okay. Like in this house we have 7 kilometers of heating pipe. I noticed you got bees inside. Yes, we have 600 working bees working for us every day. Also Saturdays and Sundays. They are really good workers. Yeah. They are coming in boxes like this, all the way from Netherlands. And in one box is about 60 female working bees, which flies around to pollinate the flowers, and one queen which always stays in the box. Ah, yeah, right. Thank you so much for everything. Thank you for coming. L'Islande est un exemple en matière de géothermie qui donne des idées au monde entier. À la Suisse notamment, qui est en train de développer cette technologie avec comme objectif 20% de géothermie en 2035. C'est marrant, les abeilles, on dirait des bourdons. Ou alors c'est les bourdons qui ressemblent à des abeilles, hein? Je sais pas. Ça y est, Benjamin a terminé le tournage de son reportage. Il va maintenant devoir passer à une étape cruciale, le montage. Son lit encore défait, mais après s'être brossé les dents, il s'attelle à ce que l'on nomme le visionnement des images. Vu qu'on filme beaucoup pendant une semaine, là, on va avoir beaucoup de rush. Du coup, pour prendre du temps, je fais déjà ça maintenant, je trie déjà tous les clips, tous ceux que je vais utiliser.
Et une fois que j'ai ça, après ça va aller très très vite. J'ai plus qu'à choper les musiques et puis tout monter ensemble pour emballer le truc. Top. Et chacun a sa méthode. Je suis pas contente de moi, j'arrête pas de bégayer et de répéter les mots, ça m'énerve. Ce qui compte, c'est d'être prêt à temps pour montrer sa vidéo. Mégane, Carolina et Benjamin sont de retour en Suisse avec leurs vidéos fraîchement terminées. Leur objectif, prendre du recul avec leur expérience et comparer ces initiatives écologiques très diverses. Ils ont rendez-vous avec Sophie Soiton. Bonjour madame. Philosophe et économiste qui enseigne l'économie sociale et solidaire à l'Université de Lausanne. Les jeunes. Bonjour. Bonjour. C'est bien passé? Ouais, on a beaucoup de trucs à vous montrer. Hein. On y va? Et voici le moment tant attendu où nous allons enfin découvrir leur travail. Donc pour ma part, moi je suis partie au Danemark. Donc voilà, je vais vous laisser découvrir tout ça par l'intermédiaire de ma vidéo. Effectivement, les paysages danois sont vraiment à couper le souffle. Mais je suis venue ici pour travailler et vous prouver combien ce ferry Helen est une innovation pour la lutte contre le réchauffement climatique. Il faut savoir que le transport maritime produit 2,5% des émissions totales de gaz à effet de serre. C'est à peu près l'équivalent de ce que produit un pays comme l'Allemagne durant une année. Les échanges mondiaux maritimes étant en forte augmentation, on estime que ceci pourrait croître de 250% d'ici 2050 et devenir alors émetteur de 20% des gaz à effet de serre. Ça y est, le ferry Helen vient tout juste de quitter le port. On va pouvoir descendre dans ses entrailles, visiter la pièce consacrée aux batteries ainsi que celle consacrée à l'ingénierie. Je vous emmène avec moi, ça risque d'être très impressionnant, donc c'est parti. J'ai commencé ma visite avec Tunji. Il travaille pour l'entreprise Leclanché, c'est celle qui fabrique les batteries du bateau Helen, et il va nous expliquer comment tout cela peut fonctionner. On va descendre pour aller voir un peu la salle des machines et surtout la salle des batteries. C'est hyper impressionnant de rentrer dans les entrailles d'un bateau comme ça. J'ai l'impression d'être dans un sous-marin, vraiment. Can you tell me how many batteries you have and which kind of battery you have on this boat? Batteries are lithium-ion batteries, so it's similar to what you have in your mobile phone. Bravo. Et est-ce que tu as pu avoir des informations sur les batteries un peu plus générales? Parce que là, on a aussi entendu parler de lithium. Ouais, totalement. Ces batteries ont une durée de vie d'environ 25 à 30 ans. Pour le moment, en fait, certes, on ne peut pas recycler tous les composants qui sont à l'intérieur, mais que d'ici ces années-là, il y aura une demande pour les recycler. Donc, quand celles-ci ne seront plus valables pour le bateau et qu'elles ne pourront plus être assez performantes pour le bateau, ils espèrent pouvoir leur donner une nouvelle utilisation pour pouvoir les utiliser autrement, avec quelque chose de moins puissant, mais quand même pouvoir continuer à les utiliser un certain temps. Alors aujourd'hui, quand on parle d'énergie renouvelable, c'est impossible de faire du propre, enfin du 100% propre. C'est-à-dire que pour faire du propre, il faut du sale. Et c'est ce qu'on appelle l'EROI, c'est l'Energy Return on Investment, le taux énergétique. Si je résume, c'est qu'en fait, il faut prendre en compte le coût énergétique pour fabriquer du propre. Tu as aussi parlé d'éoliennes. Hyper intéressant. Et pour faire une éolienne, donc avec un gros socle en béton de 4 MW, il faut du béton. Et qui dit béton dit pétrole. Donc il faut des tonnes de pétrole pour produire quand même une éolienne, ce qui est moins le cas pour les panneaux solaires. Et juste une question, en Suisse, du coup, parce que tu allais voir l'entreprise, est-ce qu'il y a des mesures ou des projets qui émergent? Effectivement, mais pour des bateaux hybrides sur le lac Léman. Ah, c'est ça. Ce sera hybride. Ouais. Super. Moi, je suis parti en Islande pour parler de la géothermie, leur source d'énergie là-bas. Regardons l'extrait. Nous voici au Secret Lagoon. C'est une des plus vieilles piscines naturelles en Islande. Et maintenant, c'est plus vraiment secret, c'est assez touristique. Bon, on va essayer de se baigner, mais moi je vous rappelle que j'ai un plâtre, donc je vais voir si j'arrive à faire un tout petit peu de trempette. Déjà si j'arrive à me dévêtir, parce qu'il fait quand même moins 4 maintenant, avec beaucoup de vent. On va voir. C'est trop beau. Ce serait dommage de pas se baigner quand même. Really? Il dit qu'il a pas mal de conseils pour pouvoir se baigner avec le plâtre. I'm all ears. Je croise les doigts. J'ai trouvé la solution. Et voilà, je vais me baigner comme ça. Ça me serre la jambe, un truc de malade, mais je pense que ça devrait faire l'affaire. C'est parti. Whoa. -4. Okay, I gotta go quick.
Hop 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 hop, pas si vite. Il faisait tellement froid que je me suis dépêché de sauter dans l'eau et j'en ai oublié la règle numéro 1 en Islande quand on va dans des bains thermaux. Il faut se doucher à poil. Bah oui, parce qu'il n'y a pas de chlore dans l'eau, du coup, faut être propre avant de sauter. J'ai la jambe qui flotte. C'est tellement bien. En tout cas, c'est assez impressionnant, les conditions dans lesquelles ça a été réalisé. Oui, alors, C'était pas de tout repos. ouais, mais au final, ça, en vidéo, c'est toujours... il se passe quelque chose, quoi. Ouais. Parce que du coup, ça, c'est l'énergie majoritaire utilisée là-bas? Non, je crois que l'énergie principale, c'est créée par les barrages, donc l'énergie hydraulique, et puis après, géothermie. Ah, donc avant même les énergies fossiles? Ouais. Mais voilà, ils m'ont dit ils pouvaient, s'ils voulaient, produire 3 fois plus d'électricité grâce à leur centrale géothermique. Et pourquoi des tomates? Ce qui est marrant, c'est que la tomate, c'est vraiment l'exemple emblématique en Suisse. Quand on dit qu'il faut manger de saison, local, de saison, Ouais. la tomate, c'est en été, puis on évite Ouais. d'eux. Donc là, ça ne se pose pas forcément la question. Ouais. On peut se poser, par contre, sur le côté, c'est très bien sur le CO2, mais sur la valeur nutritive de la tomate. Parce que, pas une patate, quoi. Voilà. Sur le côté tomate, bon. C'est vrai que, c'est vrai. Ça peut surprendre, effectivement. Je rejoins Mégane, quoi, sur le côté bon tomate. Ouais, ils font ça depuis longtemps. Donc. Parce qu'on voit que ça ne change pas les modes de consommation, en fait. Ouais, bah oui. On ne rechange pas, ça continue, qu'il n'y a pas forcément de remise en question du système tel qu'il est, malgré la constitution. J'ai pas eu l'impression quand j'étais là-bas qu'il qu'il y ait vraiment une grosse remise en question. Alors moi, je suis partie en Dordogne pour rencontrer Pierre, qui tente de mettre en application tout ce qu'on peut entendre par rapport à la collapsologie, théorie de l'effondrement, etc. Voilà. Je vais pas, à part ça, au pire, je le fais pas si on le sent pas. Est-ce que je me sens capable? Donc je vais tronçonner. Tu vas m'aider à tronçonner, mais tu vas pas le tronçonner entièrement. Et à quoi il sert ce petit arbre à tronçonner? En fait, c'est un douglas, c'est des arbres qu'on se sert, dont la particularité, c'est une essence qui est quasiment imputrescible. Enfin voilà, et on s'en sert énormément en construction. Au total, on a à peu près 250 douglas qui vont nous servir à construire notre habitation et la ferme. Alors, tu veux essayer de tronçonner un peu ou pas? J'ai un peu peur. Non? Tu crois que j'en suis capable? Moi, je suis pas dans ton corps. Non? Je préfère pas en fait. Bon, ça marche. Pour être tout à fait honnête, j'avais un peu peur d'aborder ce sujet-là pour cet épisode parce que si tu connais ma chaîne, tu le sais. Disons que je suis une grande anxieuse dans la vie, que en plus de ça, en ce moment, voilà, c'est une période particulièrement dure. Et honnêtement, c'est beaucoup moins pire que ce que je pensais. Pas dans le sens que les pronostics ne sont pas graves ou quoi que ce soit. Disons que il y a de quoi avoir peur, disons, par rapport à tout ça. Mais la manière dont Vincent et Pierre abordent les choses permet quand même une forme d'optimisme. Très joyeux tout ça, n'est-ce pas? On voit dans ce qui peut émerger dans cette collapsologie, on voit qu'il peut y avoir une contre-société quelque part, mais qui se prépare. Souvent, peut-être les gens de notre génération, on se dit oui, mais si ça arrive, nous, on sera déjà morts, on ne sera pas là pour voir ça, alors que du point de vue de Pierre et Vincent, il faudrait se poser des questions maintenant, en fait. Et imagine que ça peut arriver déjà dans la prochaine génération? Oui, moi je pense. Ah Après, ouais. on n'a pas parlé de deadline en particulier, mais c'est quelque chose auquel eux-mêmes se préparent, quoi, dans le sens où ils pensent qu'ils pourraient le vivre eux. On n'arrive pas à le dater, l'effondrement. Personne ne va vous dire que ça va arriver tel jour, etc. Mais si on regarde les rapports Meadows de 1972, c'était pas une prédiction, c'était des prévisions. Et par rapport à ce qu'ils avaient estimé sur des scénarios d'effondrement à partir de 2030, 2020-2030, on voit que ça se concrétise complètement. Je dois dire que c'est quand même assez dur d'entendre des trucs comme ça, parce qu'au final, on se dit, tout va se péter la gueule, et comment on va faire? Et je trouve que les projets comme ceux de Pierre donnent de l'espoir, en fait. Et on se dit, il y a quand même des gens qui sont en train de réfléchir à des alternatives. Mais les effondrements économiques, alimentaires, sanitaires, etc., et Vincent le dit, vont premièrement toucher les sociétés thermo-industrielles. Et c'est là où waouh, j'ai eu un retournement de situation où je me suis dit, ok. Qu'est-ce que ça donnerait dans un scénario où on ne peut plus acheminer les biens de première nécessité, dont l'alimentation, dans les grandes villes? C'est ça un scénario d'effondrement. Qu'est-ce qui se passe si il n'y a plus de monnaie? Et c'est là où c'est intéressant, c'est qu'effectivement, si on devait décarboner toute notre économie et faire tout du renouvelable,
on n'arrive pas tout de suite parce qu'il faut plus de carbone pour faire du renouvelable. Il faut le faire, on peut quand même miser sur la technologie, pas question de dire non, mais de la penser aussi dans une vision globale systémique de réduction aussi. Si c'est pour faire comme avant, on ne va pas y arriver non plus. On va vite arriver à ces seuils-là si on ne prend pas en compte la croissance. Et ce sont précisément, tu as raison, ces genres d'initiatives, penser pas seul dans son coin, mais à une échelle régionale, en créant une chaîne alimentaire, une chaîne de la fourche à la fourchette, je dirais, comment manger, se nourrir, s'habiller sur un territoire pour le rendre résilient. Et ça, c'est fondamental et c'est exactement ce que tu dis, c'est quand même des pistes, peut-être pas sortir de l'ornière, mais en tout cas la stabiliser pour avoir des solutions durables et vraiment résilientes. Merci beaucoup pour tout ce retour. Merci. Merci pour votre temps. C'était un grand moment de partage et puis je vous félicite d'avoir traité tous ces sujets. Donc bravo pour tout ça et merci pour vos retours et votre engagement. Santé. Santé. De l'eau. Ça donne envie d'en voir plus, non ? Alors, retrouvez l'intégralité des vidéos de nos 3 créateurs sur leurs chaînes YouTube respectives, à savoir World of Advice pour Megan, La Carologie pour Carolina et Benjamin Friand pour Benjamin Friand. La semaine prochaine, dans On a marché sur la Terre, comment pêcher de manière responsable en Bretagne ? Se loger dans des maisons en carton ? Et faire du chauffage avec du caca de vache. À la semaine prochaine.